maintenant si. Alors, j'ai dit en fait, nous voulons faire l'extension de ces possibilités-là. Ce sont les possibilités qui nous sont offertes par les langages fonctionnels à d'autres possibilités plus larges à travers lesquelles, au lieu de travailler par une simple donnée sur laquelle il faut revenir créer des fonctions indépendantes, ben on veut donc réunir dans le même récipient, dans la même entité, nous voulons réunir les données sur une entité, mais aussi les traitements qui vont avec. Donc plus des traitements, et ces traitements-là, on les a appelés la dernière fois des méthodes, des traitements. Donc une classe, c'est une définition d'un ensemble de données plus un ensemble de traitements. Alors je donne un exemple. Par exemple, si je veux définir une personne, eh bien, je ne pourrais pas savoir définir la personne parfaitement par uniquement ces données. C'est vrai, donc il est composé d'un certain nombre de données. D'accord? Tout le monde sait bien que j'ai besoin des informations sur une personne. Par exemple, si je veux faire connaissance à une personne, je dois savoir un ensemble d'informations comme le nom, comme le prénom, comme le téléphone par exemple, comme l'adresse, ainsi de suite. Toutes les informations qui sont partageables par la personne, je pourrais les demander ou les exiger à cette personne. Mais souvent, quand on fait connaissance à une personne, ce n'est pas uniquement pour retenir ces infos. C'est aussi pour se servir de ces services. Il pourrait nous être utile à faire des services pour nous. Par exemple, il pourrait nous aider à faire un travail. On pourrait donc utiliser ses compétences ou bien ses savoir-faire, d'accord? Puisque une personne, ce n'est pas uniquement de l'info, c'est aussi un savoir-faire. Et les savoir-faire, ce sont les capacités de traitement que la personne possède. Il est capable de faire des traitements pour nous, comme par exemple, il est capable de lire un texte. On pourrait donc par exemple demander à quelqu'un parmi nous de relire ce que je viens de dessiner là, de lire le texte ou de lire les mots qu'on trouve ici dans ce dessin. Donc je pourrais se servir de ce genre de traitement. Et ça, ce n'est pas une donnée. Je pourrais demander à quelqu'un peut-être d'expliquer un concept ou de donner une explication ou bien de poser une question. Je pourrais demander à quelqu'un d'utiliser par exemple sa force musculaire pour m'aider à déplacer quelque chose, par exemple. Et donc, il y a au niveau d'une personne, pour la définir correctement, il ne faut pas se contenter uniquement de l'aspect data. Il faut donc toujours ajouter l'aspect comportemental. Et ces deux aspects, ils sont indissociables l'un de l'autre. Ils ne sont pas dissociables. Si vous les dissociez, vous aurez quelque chose qui manque au niveau de la personne. Et d'où donc justement cette manière de programmer, c'est une manière qui va nous permettre de définir dans la même définition les deux composantes d'une entité, à savoir la composante informationnelle, les data ou les données, et la composante comportementale ou bien traitement fonctionnel, on va dire, ça veut dire l'ensemble de ces fonctionnalités. Alors maintenant, une fois que je définis cette classe sous cette forme-là, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de créer, comme d'ailleurs un type permet de créer une variable pour stocker une simple donnée, une classe permet par contre de créer des objets cette fois-ci. On ne va plus les appeler des variables, c'est ce qu'on appelle des objets. Et un objet, eh ben, c'est un espace mémoire aussi. Là, c'est quelque chose qui est partagé avec la variable. On pourrait dire que aussi un objet est une variable, mais c'est une variable un peu généralisée. Par le fait qu'il contient plusieurs données, il est capable de contenir plusieurs données, une donnée pour chaque attribut que j'ai cité là, par exemple une donnée pour le nom, une donnée pour le prénom, une donnée pour le téléphone, pour l'adresse et ainsi de suite. Mais en plus de ça, il est attaché, cet objet, il est attaché à la classe, il est capable d'exécuter l'ensemble des comportements que la classe lui livre. Donc tout objet d'une classe donnée, toute personne X de la classe personne pourrait exécuter l'ensemble des traitements qui ont été définis dans la classe. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez, on a fait un exemple, et c'était un exemple relativement au cas de la poutre. Vous vous souvenez, quand on a donné comme exemple? Monsieur la poutre. Oui, on a donné un exemple qui modélise ou qui représente une poutre. Déjà, en termes de modélisation, si on a à modéliser
une classe de façon graphique, on utilisera le modèle suivant de la classe. Pour modéliser une classe, le modèle qu'on utilise, c'est le rectangle. Juste un rectangle, comme ça. C'est comme ça comment on représente graphiquement une classe. On inscrit son nom ici. Donc, je mets ici le nom de la classe pour rester un peu général. Ensuite, ici, on cite l'ensemble des données. On les appelle des attributs. Plus exactement, c'est ça la terminologie. L'ensemble des attributs. Les attributs, donc, c'est chacun, il va représenter une info, une information, une partie de l'information. Puis, un deuxième volet dans lequel on représente ce qu'on appelle les méthodes ou bien les fonctions. Regardez, en fait, souvent, on les représente par un plus pour dire qu'ils ont une visibilité publique. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé du mot public. Ce qui est plus, donc plus veut dire public. Public. Public, ça veut dire, ou public, si on veut le mettre en anglais, ça veut dire que c'est accessible de l'extérieur. Mais le moins, par contre, le signe moins, ça veut dire tout simplement l'élément, il est privé. Ça veut dire private. Private. Ça veut dire que l'élément, lorsqu'il est représenté par un signe moins, vous dites que les gens de l'extérieur, ils n'ont pas à le voir. Donc, on cite ici les propriétés. Donc, le premier attribut, attribut 1, on pourrait mettre son type, la nature de cet attribut, en précisant à côté son type. On passe au deuxième attribut aussi, on le cite, attribut par son nom, on précise son type, et ainsi de suite. Là, par contre, on précise des méthodes. Et pour préciser une méthode, on précise aussi le nom de la méthode. Le nom de la méthode. On précise une liste d'arguments. Je vais dire juste args. Et puis, on précise peut-être son type de retour. Est-ce que la fonction a un retour à faire? Est-ce qu'il produit un résultat? Et si oui, il serait de quel type? Si jamais il ne produit rien, on le met par void. Void, donc, signifie tout simplement que c'est une méthode qui ne retourne rien à travers son nom. Et on pourrait citer autant de méthodes que nous souhaitons mettre en place au niveau de la classe. Et justement, comme exemple sur la notion de classe, sur ce concept, nous avons donné l'exemple de la poutre. Et on a dit qu'une poutre, c'est caractérisé par un ensemble d'informations, comme par exemple, c'est le type de sa section, la nature de sa section, est-ce que c'est une section carrée ou bien rectangulaire ou circulaire, etc. La cote section. La cote section, c'est en fonction du cas. Ça peut être un rayon, comme ça peut être une épaisseur, sa longueur, ainsi de suite. Son module de Young, ou module d'élasticité, je vais l'appeler mode E pour dire module d'élasticité, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on doit mettre là? Je vais ajouter à ce niveau-là parce que j'ai plus d'espace. Ça, c'est la continuité. C'est la suite. Je mettrai les méthodes. Comme par exemple, les méthodes qu'on a fait la dernière fois. Vous vous souvenez, on a mis une méthode de getInfo. GetInfo, c'est uniquement pour que la poutre me donne toutes ces informations. D'accord? Et puis, on a mis aussi getModule quadratique. On a fait un calcul, getModule quadratique. Module quadratique. Je vais l'appeler comme ça, Coulomb, module Coulomb pour dire quadratique, ainsi de suite. Vous voyez donc, alors dès qu'on a fait ce travail, qu'est-ce que cela nous a permis de faire? Ça nous a permis de créer des objets. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on l'a fait? Créer des objets. De point de vue syntaxique, ça c'est de point de vue graphique. De point de vue syntaxique, pour définir une classe, je vais changer de couleur. Comment est-ce qu'on l'a fait? Vous vous souvenez? Je vais le mettre en vert. On a fait public plus le nom classe. de la classe. On a écrit classe. Le nom de la classe. Il faut qu'on mette ici le nom. D'accord? Une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et puis ici, sur ce domaine, entre les accolades, ce bloc, on commence par mettre
private. Chaque fois qu'il y a un signe moins, on met private. Private, le type, ensuite le nom de l'attribut. Le nom de l'attribut. Point virgule. Et je continue pour les autres attributs. Juste en finissant avec les attributs, on passe aux méthodes qui sont souvent publiques. Ils sont souvent avec un signe plus à ce niveau-là. D'accord? Et par suite, on les représente comme public. On précise le type de retour. Par exemple, pour getInfo, on a pris que c'est une... ça retourne un string, un texte dans lequel on va compacter l'ensemble des infos sur la poutre, getInfo, ainsi de suite. Il n'a pas de paramètres, et il y a un bloc, une accolade ouvrante, parce que c'est une fonction, donc il va falloir que je définisse les actions associées à la fonction. C'est les actions ici. On pourrait aussi faire des déclarations locales à l'intérieur. Et on pourrait donc passer à l'autre fonction, à la définition de l'autre fonction, et ça continue comme ça. Alors, ici, pour une classe, il se peut qu'on la qualifie de public dans notre fichier. Et si jamais vous le faites en tant que public, lorsque vous aurez à enregistrer ce fichier-là, il faut l'enregistrer dans un fichier qui aura le même nom que la classe. D'une façon générale, le fichier dans lequel vous sauvegardez le code, il faut qu'il porte le nom de la classe publique. Et dans un fichier, vous devez avoir une seule classe publique seulement. Donc, une seule classe publique par fichier. Et justement, le nom du fichier doit être le nom de la classe, le même que le nom de la classe publique. Point, l'extension c'est .java. Donc, ça c'est le save. Quand vous faites le save, vous sauvegardez en prenant comme nom le même nom que la classe, en respectant les majuscules et minuscules. Et on a déjà dit que la convention qui est adoptée ici, c'est pour les noms des classes, c'est qu'on commence chaque mot qui constitue le nom de la classe par une lettre majuscule. Par contre, pour les méthodes et pour les attributs, on commence le premier mot en minuscule, tout en entier, et les mots qui suivent, s'il y en a, chacun il doit commencer par une lettre majuscule. Maintenant, pour créer des objets, la syntaxe qu'on suive pour créer des objets, c'est une syntaxe qui s'écrit de la façon suivante. Alors, on est maintenant 14 étudiants, c'est pas très, très bien. Le fait d'avoir juste 14 sur 22, je pense, ou bien 23, c'est uniquement la moitié. Est-ce que cela veut dire que je suis un mauvais prof, donc j'ai pas fait correctement les séances précédentes? Non, c'est pas ça, monsieur. D'accord. Il n'y a pas de... Moi je ne crains pas que quelqu'un me dise oui, parce que ça serait enseignant pour moi de savoir, en tout cas moi je m'efforce à faire le maximum, et je sais que pour vous, en tant que non spécialiste en informatique, vous aurez quelques difficultés au début. Mais on essaie, on s'efforce en fait par répéter, par refaire les rappels, etc., jusqu'à ce que vous preniez un peu les idées correctement. Et croyez-moi, en fait, il n'y a pas mieux qu'un élève ingénieur en génie civil pour apprendre à programmer. Pourquoi? Parce que vous êtes armé par toute la logique nécessaire. Vous avez donc un background qui est technique et scientifique qui est important. Et en se basant sur ça, on pourrait très bien avoir tout le succès nécessaire pour accomplir au mieux cette tâche d'apprentissage. Alors, je reviens donc à cet aspect. Donc, regardez deux aspects de syntaxe. Le premier, c'est savoir écrire une classe, savoir la sauvegarder. D'accord? Troisième aspect, savoir maintenant l'utiliser. Commencer à exploiter la classe en créant des objets. Parce que à quoi il est fait une classe? C'est pour créer des objets. Comment maintenant? Comment est-ce qu'on crée des objets? C'est la syntaxe 3. Alors, pour créer un objet, c'est très simple. Vous écrivez le nom de la classe, vous l'utilisez comme s'il s'agit d'un type. Le nom de la classe. Vous vous souvenez, quand on a voulu déclarer un entier, on a écrit int x. Donc, on a utilisé le nom du type, ensuite le nom de ce que nous voulons créer. Là, on va juste remplacer le type par le nom d'une classe. Donc, il va remplacer le type simple. C'est pourquoi au début, j'ai dit qu'une classe est une extension de la notion de type. Et ça va créer un objet qui, lui, est une extension de la notion de variable.
Donc, et je mets ici mon objet, par exemple ma poutre, je vais dire mon objet, le nom de l'objet, je vais juste mettre objet 1. Vous pouvez créer autant d'objets que vous voulez. Et puis, pour que l'objet soit créé effectivement, parce que là, ce qu'on crée effectivement ici, au niveau de Java, on crée uniquement une simple référence. Une simple référence. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Je vais l'expliquer ici sur un nouveau tableau. Quand vous mettez donc le nom de la classe, et vous mettez l'objet que vous voulez créer, par exemple objet 1, si vous mettez un point virgule, ici, vous n'avez pas créé l'objet. Vous avez créé juste, ça crée uniquement juste une référence, ce qu'on appelle une référence. Une référence. Alors, c'est un peu ce qui remplace la notion de pointeur, si vous connaissez. Vous connaissez la notion de pointeur? Vous les avez évoqués dans le cours précédent? En algorithmique. Pardon? Je pense qu'on l'avait vu en algorithmique. En tout cas, en fait, je vais m'expliquer ici. Regardez, par exemple, au niveau de la mémoire, ce qu'un objet, c'est un grand bloc mémoire. D'accord? Donc, initialement, on ne veut pas, à chaque fois que vous faites cette écriture, on crée l'objet. Non. On veut juste créer une petite case dans laquelle on mettra l'adresse de l'objet. Donc, objet 1, ce que j'ai fait là, serait juste une petite boîte, si vous voulez, si je peux faire cette analogie, dans laquelle on mettra une clé. C'est la clé de mon appart, par exemple. Pour accéder à l'appart, il va falloir prendre la clé. Sinon, si vous n'avez pas de clé, vous ne pouvez pas accéder. Donc ici, c'est uniquement pour poser cette clé, ou pour poser cette adresse, cette référence. Alors, par contre, c'est pas ici où je vais mettre les données de la poutre. Parce que ça, c'est une donnée simple. C'est une case mémoire qui sert à stocker une seule donnée simple. Et plus exactement, c'est un entier. Une adresse, une référence n'est autre qu'un entier. Or, l'objet de la classe, il doit comporter tous les attributs. Pour chaque attribut, il faut qu'on ait une valeur. Et donc, c'est pas ça ce qui crée l'objet, ça crée uniquement l'endroit où je vais poser cette adresse. Comment est-ce que je vais créer maintenant l'endroit où je vais mettre les données de l'objet? C'est plus grand, c'est un espace mémoire beaucoup plus grand, composé déjà. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, on le fait en écrivant objet 1 égale new, ça c'est un opérateur, et on met le nom de la classe. Le nom de la classe. Bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle un constructeur. On va revenir le voir en détail aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un constructeur. C'est une méthode spéciale. Parmi les méthodes qu'il faut placer au niveau de la classe, on place au moins un constructeur. Mais on pouvait placer plusieurs constructeurs. On pourrait dans la même classe avoir plusieurs manières de construire. C'est un peu le créateur, si vous voulez. C'est la méthode qui précise comment on va créer notre objet. D'accord? Donc retenez bien ces deux étapes pour créer. L'étape 3 donc, la création d'objets, il est composé de deux étapes. L'étape A, je vais dire 3A, et l'étape B. Donc que fait l'étape A? Il ne fait que créer une référence. L'étape A, c'est ça donc le A. Ça crée cette mémoire-là. D'accord? Je vais couper ici. D'accord? L'étape A, il crée la référence. Alors pour créer maintenant l'objet réellement, c'est cette partie-là qui le fait. Et ça fait quoi lorsque vous écrivez new constructeur? Je veux construire un objet selon une méthode de construction. C'est là où je vais créer réellement l'objet. Et la méthode, ou cet appel-là, cet opérateur, il retourne son adresse. C'est cette adresse-là que je vais mettre dans la référence. Par exemple, c'est un bloc mémoire d'adresse. Si je suppose qu'il aura l'adresse, par exemple, 100, je vais noter une adresse comme ça, en la précédant juste par arrobase. Je vais donc avoir ici à l'intérieur, suite à l'opération, arrobase 100. Arrobase 100. Et donc, dès que j'ai cette adresse du bloc, on dit que la référence, maintenant, il référence. C'est pourquoi on l'appelle justement une référence. Il fait référence maintenant au bloc mémoire, là où je vais trouver tous les attributs, chacun donc ayant une valeur initiale. Par exemple, je pourrais avoir ici le nom avec déjà une valeur initiale, le prénom avec une valeur initiale, ainsi de suite. L'adresse, si c'est une personne, avec une valeur et ainsi de suite.
Alors, mais ces deux étapes, l'étape A et B, on pourrait les écrire en une seule écriture. Regardez, je vais dire C, c'est la combinaison, l'étape C ou la manière C, c'est de faire le fait de combiner les deux écritures en une seule. C'est ça ce qu'on a utilisé la dernière fois. Et cela donc se fait par écrire le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est un peu l'étape A. Objet 1. Vous voyez jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'ai mis ici. Mais avant de mettre le point virgule, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ce qu'on a après, ce qu'on a ici. Donc en mettant égal, new, le nom du constructeur, c'est le nom de la classe, et je lui passe éventuellement toutes les valeurs, je vais dire ici les valeurs par lesquelles je vais alimenter les différents attributs de l'objet qu'on est en train de créer. Et ça fait alors une autre syntaxe. Vous voyez, si je veux donc revenir encadrer en rouge, je vais encadrer en rouge les différentes syntaxes qu'il faut retenir. Je vais juste souligner, voici la première syntaxe. C'est une syntaxe qui réunit celle-là plus celle-ci. Au lieu de les faire en deux temps, en deux écritures, vous pouvez donc réunir les deux en une seule. Donc ça, c'est une syntaxe pour créer un objet. Ça, c'est une autre syntaxe pour créer la classe. D'accord? Et ça, c'est un formalisme graphique pour schématiser une classe. C'est globalement, je viens de faire un résumé. Si vous voulez bien on pourrait très bien faire un petit exemple. D'accord? Donc, je pourrais proposer un exemple global qui synthétise toutes ces étapes. Je vais dire autre exemple. Et je vais donc proposer cette fois-ci de faire un modèle de classe de compte bancaire. Un compte bancaire, tout le monde est capable de savoir donc, et de comprendre qu'est-ce que ça représente. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui peut me dire quelles sont les données qui peuvent caractériser ce compte? Je vais les mettre là. Le RIB? Oui, oui, parfaitement. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ID, donc, l'identifiant. Le nom du propriétaire du compte. Le numéro de compte, oui. Donc, le nom du propriétaire. pour le RIB, donc, c'est qui a proposé donc le mot RIB? Yassir? C'est moi, monsieur. Ah, d'accord, Anas, d'accord, très bien. Anas, c'est vrai, Oui, vous avez raison, mais souvent on prend le RIB quand il s'agit de faire un identifiant qui est global. Mais au sein, par exemple, d'une même agence, si on veut juste se réduire à une agence, pas à l'échelle, par exemple, nationale ou bien internationale, on a besoin juste d'un numéro. D'accord. Je vais juste dire ici numéro. Donc, je vais mettre ici le numéro du compte. Je l'appelle comme ça. Regardez, je vais respecter déjà les conventions de notation de Java. Vous voyez comment est-ce que je l'ai écrit, puisque c'est un attribut, un N minuscule. Le premier mot, je l'ai mis en minuscule en entier. Le deuxième mot, par contre, c'est attaché. Je n'ai pas fait d'espace. C'est C majuscule. Et puis, je vais ajouter à côté son type. Je vais supposer que c'est un entier. En réalité, dans un numéro, on pourrait avoir des espaces, on pourrait avoir peut-être des lettres, mais moi, je vais, juste pour simplifier, je vais supposer que c'est un entier. Qui peut me proposer autre chose? C'est le nom, prénom? Pardon, je vais mettre ici un signe moi. Oui, oui. On va dire le client. Vous avez raison. Oui. Donc, je le prends comme un objet, celui-là. D'accord? Donc, je vais dire le client. Parce que le client, c'est beaucoup d'informations. Ce n'est pas uniquement le nom et le prénom, c'est toutes les infos dont on a besoin. Son téléphone, son contact, son adresse, etc. Donc je vais dire, il est de type celui-là, ce n'est pas un type simple. Il est de type une classe que nous allons créer. Classe compte. D'accord? Classe client. Donc pour définir des comptes, j'ai besoin de la classe client. Classe client. Donc, monsieur, dans la classe client, on va mettre toutes les informations concernant le client. Oui, exact. Donc, je vais le mettre là. Voici le client. Donc, je maintiens le même formalisme, vous voyez bien, de notation des classes. Et je pourrais donc commencer à mettre toutes les données dont j'ai besoin. On n'est pas censé mettre dans l'exhaustivité, mais
celle qui nous intéresse. Donc, j'ai besoin d'un code. Il faut que je lui donne un code client. Il faut que je donne un nom ou que je sache son nom, son adresse. Et c'est tout. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. On pourrait ajouter d'autres. Alors, revenons maintenant au compte. Qu'est-ce que je pourrais prévoir encore? Monsieur, la date d'expiration. Oui, mais là, pas d'expiration. Nous la date d'ouverture, de création. Quand est-ce qu'elle a été créée? On pourrait aussi parler de date d'expiration, mais souvent au niveau des banques, au niveau de la politique, je pense qu'ils n'arrêtent jamais un compte. C'est-à-dire ils l'archivent. D'accord? On pourrait fermer un compte, mais on ne le supprime jamais. Même pour des raisons légales, on a besoin de garder la traçabilité sur le compte. Donc, je vais dire plutôt la date de création. Là, vous avez raison, la date de création. Je pourrais mettre ici de type date. Date est une classe déjà définie. Donc, je ne l'ai pas à définir comme client. Par contre, on ne va pas trouver dans le package de Java, dans le JDK, pour rappeler le nom, je ne vais pas trouver une classe qui s'appelle client. Par contre, pour la date, pour string, date, ça c'est déjà des classes qu'on a vues la dernière fois. Date, on ne l'a pas encore vu. Date, string, ça on l'a déjà vu. Et qui peut me dire qu'est-ce qu'on a vu encore comme classe qui prédéfinie? Système, pour afficher les données. Système. Ouais. Double, monsieur, double. Non, double, je vais les mettre ici avec une autre couleur. Je les mets ici, en bleu par exemple. Alors, les types qu'on a utilisés jusqu'à présent, on a utilisé int, on a utilisé float la dernière fois. Vous vous souvenez quand on a calculé le module quadratique, ou le moment plutôt. Oui. Double. Regardez, tous ces types-là, ils sont écrits en minuscules. Vous le voyez? Donc, ce ne sont pas des classes. Oui. On les appelle plutôt des types. Exact. Des types valeurs. C'est des types qui portent chacun une valeur. Type, Java, il les qualifie comme ça, des types valeurs. Donc, il y a les types classes, où il y a des types références, on va dire, et il y a les types valeurs. Alors, la différence, déjà au niveau de l'appellation, c'est toujours en minuscule ici. Et pourquoi on les garde? Juste par souci de compatibilité avec les autres langages. Parce que Java, quand il a été créé, il a été créé en s'inspirant du langage C. Donc, il faut qu'il garde un peu tout ce qu'on avait dans C, il faut qu'il le garde. Et d'ailleurs, moi, je l'ai déjà dit, en fait, en disant que Java, C, il a donné naissance à Java. Donc, tout ce qu'on avait ici, on le perdra pas. On ne veut pas le perdre. C'est pourquoi vous avez ici ces types qui sont qualifiés de type valeur. Ils représentent uniquement des données pures. Si je peux utiliser ce terme-là. Ça permet de définir des données pures. Data pure. Par contre, les classes, comme je viens de dire, ils définissent des objets où il y a aussi bien des données que des traitements. C'est ça la différence. Donc, pour les types valeurs, ils ne représentent qu'une donnée. Pour les types classes, ils représentent plutôt et des données et des méthodes. Donc, pour le moment, je viens de citer les données. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'on pourrait encore citer d'autres données pour le compte? C'est le type de compte. Oui, oui. On pourrait avoir un compte épargne, un compte carnet, etc. Donc, en tout cas, un compte courant, etc. Moi, je vais me mettre dans le cadre d'un compte standard, un compte courant, qui permet de faire des opérations de retrait, de versement, etc. C'est ce qu'on appelle un compte courant. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que sinon, je n'ai pas la compétence pour y aller. On devrait avoir à côté un expert banquier, mais moi, tout ce que je connais, c'est des petites connaissances au niveau de ce domaine métier. D'ailleurs, le domaine qu'on est en train d'évoquer, ça relève du domaine bancaire. Donc, on n'est pas censé connaître le tout, mais juste un minimum pour faire, on va dire, domaine bancaire. Mais si on avait un expert en la matière, il pourrait nous donner ou nous apporter toutes les précisions. Alors donc, puisque je veux considérer un seul type de compte, je ne vais pas rajouter l'attribut type de compte. D'accord, Anas?
D'accord, monsieur. Et pour un compte courant, qu'est-ce qui est important? Comme je viens de dire, il permet de faire des opérations de retrait, de versement, etc., de consultation de solde, ainsi de suite. Alors, donc, qu'est-ce qui est important dans un compte en termes de données? À part le numéro, le client, la date, qu'est-ce qui est encore important? Il y a une information qui est vraiment importante.